conférence, je vous disais, qu'y a-t-il de nouveau et de bon dans la psychanalyse? C'est peut-être une formule qui vous rappelle des choses, on va l'expliciter dans quelques instants. Avec, je vais vous les présenter à côté de moi, Franck Ramu, qui est directeur de recherche CNRS, professeur au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques de l'École normale supérieure, membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis je salue très sincèrement Jacques Van Rielaler qui est avec nous en visio. Merci beaucoup, Monsieur Van Rielaler, d'être là. Franck Ramu vous salue. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Oui, vous m'entendez aussi? On vous entend très bien. Je vais vous présenter. Vous êtes professeur de psychologie, professeur émérite de psychologie à l'Université catholique de Louvain, spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales, auteur et conférencier. Et vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Sincèrement, on vous en remercie. Alors, la première question, j'ai envie de vous la poser à vous et je sais que vous allez dérouler ensuite, mais qu'est-ce qu'on entend par psychanalyse ? Oui, je voulais d'abord encore remercier Willy et toute son équipe de m'avoir invité à ce formidable événement. Malheureusement, ma santé ne m'a pas permis d'être présent parmi vous, ce qui aurait été pour moi tout à fait enchanteur. Alors oui, je pense que lorsqu'on parle de psychanalyse, il est bon d'abord de définir ce terme parce que il désigne pas mal de pratiques différentes. Des auteurs l'ont utilisé qui n'étaient même pas des thérapeutes. Je pense à Bachelard, à Sartre qui parlait de psychanalyse existentielle, etc. Alors, la première utilisation a été faite par Freud, en tout cas ce mot psychanalyse ou psychoanalyse, dans un article qu'il écrit en français et où il dit que la psychanalyse est la méthode de Joseph Breuer, qui était son mentor, et que ce procédé lui a permis de faire des découvertes relatives à l'étiologie, à la cause de l'hystérie et d'autres troubles dits névrotiques. Alors, à ce moment-là, dans cet article, on voit que psychanalyse est tout simplement synonyme d'analyse psychologique. Et l'expression analyse psychologique est une vieille expression qui est utilisée depuis le XVIIIe siècle, en particulier par Janet, que les Français connaissent bien, Pierre Janet. Et donc Freud dit bien que la psychanalyse, en utilisant ce terme, c'est une méthode d'analyse psychologique qui est celle de Breuer. Et il ajoute que cette méthode permet de remonter à des événements traumatisants. Et il ajoute aussi dans son article que ces événements sont dans tous les cas des événements de nature sexuelle. Alors c'est différent de ce que Breuer disait, parce que Breuer pensait que les troubles dit hystérique, à l'époque on utilisait beaucoup ce terme, que les troubles hystériques sont le résultat d'une émotion, d'un affect qui a été réprimé et qu'il s'agit de décoincer. Breuer parlait d'une méthode cathartique, donc d'une méthode d'abréaction de ces émotions coincées. Alors, l'exemple classique que donne Breuer, c'est de la colère qui n'a pas pu s'exprimer. Pour Freud, les émotions qui ont été coincées, les événements qui ont été refoulés sont de nature toujours sexuelle. Et on voit dès ce premier article, dès cet article, c'est pas le premier que Freud écrit, mais dès le premier article où Freud utilise le mot psychanalyse, qu'il va généraliser, ce qui est vraiment une de ses caractéristiques fondamentales jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, il pense que l'étiologie des troubles névrotiques, en tout cas de l'hystérie, des troubles obsessionnels compulsifs, etc., que c'est toujours la sexualité qui en est vraiment la cause. Alors, ce terme a été utilisé de psychanalyse par différents auteurs qui ne pensaient pas la même chose que Freud jusqu'en 1914. Et en 1914, Freud essaye d'en faire sa propriété, de dire voilà, la psychanalyse, c'est moi qui l'ai inventée, c'est moi qui c'est ce qu'est la psychanalyse vraiment et ce que sont les copies ou les mauvaises copies. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'à partir de 1914,
1911, Freud s'est disputé avec plusieurs de ses collaborateurs. On dit souvent des disciples, en fait, c'était des médecins qui avaient déjà publié des articles et des livres, ce n'est pas simplement des élèves. Et ces collaborateurs, dont les principaux noms sont Adler, Stekel et Jung, avaient des idées bien différentes de Freud, en tout cas sur ce qui est l'explication ultime des troubles. Alors pour Freud, comme je l'ai dit, c'était toujours la sexualité. Pour Adler, ce qui était fondamental, c'était l'estime de soi, la volonté de puissance. Pour Jung, il y avait diverses causes, des problèmes d'adaptation, des moments très douloureux dans la vie, aussi la recherche du prestige, etc. Et donc, les premiers collaborateurs de Freud ne se mettent pas du tout d'accord sur ce qui fait le fond, si vous voulez, des troubles psychologiques, en tout cas des troubles névrotiques. Et ces divergences d'opinion vont donner lieu à de véritables conflits affectifs, et donc Freud va exclure en quelque sorte ses premiers collaborateurs du petit groupe d'associations qu'il vient de créer. Et ceux-ci vont d'ailleurs ratifier en quelque sorte cette décision. Freud dit « moi je suis le seul à m'occuper de psychanalyse » et les trois autres vont utiliser d'autres expressions. Adler va parler de psychologie individuelle, Jung va parler simplement de psychologie analytique, et Stekel va encore parler de psychanalyse, mais il ajoute cet adjectif psychanalyse active, parce qu'il pense que la méthode de Freud est justement beaucoup trop passive. Donc voilà, le mot psychanalyse est utilisé aujourd'hui de diverses façons. Pour le grand public, ça désigne un peu n'importe quelle forme d'analyse psychologique. Dans un sens plus restreint, la psychanalyse désigne une pratique de quelqu'un qui va sonder l'inconscient, qui suppose qu'il y a en quelque sorte un autre en nous, une autre entité en quelque sorte dans le propriétaire que nous sommes, et que seul le psychanalyste peut comprendre cela, et que la condition nécessaire et suffisante pour guérir, c'est de dévoiler cet inconscient. Pour les psychanalystes orthodoxes, eh bien, c'est la doctrine de Freud essentiellement, et quelques prolongements, et tout le reste ne sont que des conceptions abattardies ou fausses, et qui ne font pas partie de la psychanalyse. Voilà donc pour mettre au point le fait que nous allons parler ici essentiellement de la psychanalyse comme Freud l'a conçue, et comme les freudiens orthodoxes ont continué éventuellement à la développer. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends toujours bien. J'ai cru qu'il y avait un petit décalage, excusez-moi. Peut-être qu'on peut ensuite revenir sur les principes et ce qu'a ajouté progressivement Freud dans sa théorie, dans ses théories. Oui, donc alors, au fil des ans, Freud a ajouté des conceptions. Ce qui est caractéristique de la psychanalyse freudienne, c'est que Freud n'a pratiquement rien enlevé, parce que son système, il va le construire avec des concepts qui permettent d'être en quelque sorte irréfutables, comme dirait Popper, invulnérables. Il n'y a qu'une théorie qu'il va changer, c'est le passage, pour ceux qui connaissent la psychanalyse, mais je vais aller assez rapidement, de la théorie de la séduction. Freud croyait d'abord que les troubles hystériques et autres étaient dus à des événements de l'enfance, des événements d'ordre sexuel qui avaient été refoulés. Et il va alors en 1897 modifier assez profondément cette théorie en disant en réalité on n'est pas sûr qu'il y ait eu des événements, mais on peut toujours penser que ce sont au moins des fantasmes. Freud parle de Fantasie en allemand, donc des scènes qui ont été imaginées. Et donc la responsabilité, si vous voulez, du trouble
passe de l'adulte, qui n'est plus le séducteur, à l'enfant qui a imaginé des scènes de séduction. Et finalement, ce sont les pulsions qui sont les véritables coupables. Mais en dehors de cela, Freud ne va quasi jamais dévaloriser ce qu'il a écrit avant. Pourquoi? Parce qu'il utilise des concepts qui lui permettent de mettre dans l'inconscient tel que lui le conçoit. Nous allons dire tantôt peut-être qu'il y a plusieurs inconscients, qu'il y a eu plusieurs inconscients, qu'il y a toujours diverses façons d'envisager l'inconscient. Et pourquoi est-ce que Freud parvient à toujours tout y mettre? Eh bien, grâce à 4 techniques qui sont le décodage symbolique, des jeux de mots, des décodages par des jeux de mots, aussi l'explication par le contraire de ce qui paraît, et surtout la recherche dans la multiplicité des événements du passé, des relations avec le trouble. Et ces événements, ce sont des événements réels, ou ce sont des événements imaginés, ou ce sont des événements inférés par le psychanalyste. Voilà, on peut illustrer ça, si vous voulez, très rapidement par un des cas les plus célèbres, qui est celui de Dora. Dora, qui est une jeune fille qui a été amenée en psychanalyse par son père, par la volonté du père. En fait, le père a une liaison avec l'épouse d'un de ses amis, qui lui-même fait la cour à Dora. Et donc, Dora sert un peu, si vous voulez, d'objet d'échange entre ces deux hommes. Et Freud va qualifier Dora d'hystérique parce qu'à l'âge de 13 ans, cet ami du père a essayé de l'embrasser brutalement sur la bouche et elle s'est enfuie. Et Freud nous dit ce comportement est déjà complètement et totalement hystérique, je cite. Je tiendrai sans hésiter pour une hystérique toute personne chez qui une occasion d'excitation sexuelle provoque principalement ou exclusivement des sentiments de déplaisir. La cause de l'hystérie de Dora, enfin hystérie d'après lui, c'est des conduites ou des événements du passé. Il nous dit, voilà, Dora a été énurétique, ce qui est bien un indice de masturbation. Elle a eu des crampes d'estomac et, je le cite, on sait avec quelle fréquence les crampes d'estomac apparaissent préciséement chez les masturbateurs. Il en déduit qu'au fond, son hystérie est la conséquence de masturbation. Et il va alors utiliser, par exemple, des explications symboliques. À un moment donné, Dora, qui est couchée sur son divan, joue avec un porte-monnaie et il dit, voilà, c'est un symbole de la masturbation. Ça montre bien à quel point ce comportement l'obsède. Alors, Dora nie cela. Elle dit, mais non, moi, je n'ai pas le souvenir de masturbation infantile. Et Freud, évidemment, va utiliser la technique de la dénégation. Il va dire, voilà, il dénie la réalité, ce qui est bien la preuve que j'ai raison. Donc, le cas est extrêmement intéressant parce qu'on y retrouve vraiment toutes les façons de penser de Freud. Les jeux de mots, par exemple, Dora a rêvé d'une gare et Freud dit, voilà, la gare, ça sert au trafic, en allemand ça se dit Verkehr, et Verkehr signifie trafic mais aussi relations sexuelles. Donc en réalité elle a rêvé de relations sexuelles. Donc il y a les jeux de mots, il y a les symboles, et donc il finit par dire, voilà, le problème de Dora, c'est essentiellement le complexe d'Édipe et l'homosexualité. Et 20 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Par exemple, un des analysants de Freud, Abraham Gardiner, un Américain, qui est venu chez Freud pour se former à la psychanalyse, écrit dans son journal en 1922, en comparant mes notes avec celles d'autres étudiants, je me suis aperçu que l'homosexualité inconsciente, tout comme le complexe d'Édipe, faisait partie de la routine d'une psychanalyse. Une fois que Freud avait repéré le complexe d'Édipe et conduit le patient jusqu'à son homosexualité inconsciente, il ne restait pas grand-chose à faire. Je ne sais pas s'il faut en rire, mais sachez qu'ici, on en sourit. Ah bon, oui, mais le cas, il faut lire le texte dans son entier, c'est
relativement hallucinant. Et je voudrais ajouter qu'à l'époque où j'étais jeune étudiant et je me suis formé à la psychanalyse, donc je rappelle rapidement que j'ai quand même été psychanalyste pendant une dizaine d'années, les années 70, eh bien, j'ai lu ça sans beaucoup sourciller. J'ai relu le texte par la suite et je me suis dit, mais comment ai-je pu gober des choses si énormes ? Alors, on a rappelé ce qu'était la psychanalyse, on est revenu sur les principes de la psychanalyse freudienne et on a ajouté progressivement, on a vu qu'il avait ajouté progressivement quelques notions à sa théorie. Peut-être qu'à ce stade de notre exposé, on peut peut-être revenir sur ce titre qu'on a donné à cette conférence. Y a-t-il du nouveau et du bon dans la psychanalyse? Parce que ce titre, il fait référence à un certain nombre de choses que j'aimerais que vous nous expliquiez. Oui, donc ce titre est emprunté à une phrase d'un professeur de psychiatrie à l'université de Fribourg. En 1908, il prend connaissance des théories freudiennes et il dit « Il est certain qu'il y a du nouveau et du bon dans la doctrine freudienne. Malheureusement, le bon n'est pas nouveau et le nouveau n'est pas bon. » Et lorsque j'ai lu cette phrase, à l'époque où je faisais ma thèse sur Freud, où j'étais totalement dans ce mouvement, j'ai trouvé ça absurde. Mais avec le recul, je trouve que c'est totalement pertinent. Concernant la méthode de Freud, elle n'est pas tellement originale parce que déjà Janet utilisait l'écriture automatique et même la parole automatique, mais de façon moins systématique que Freud. Alors, on dit souvent que Freud est vraiment celui qui a le mieux écouté les patients, à vrai dire, et les écouter très longtemps. Déjà en 1900, il écrit lui-même dans son livre sur les rêves qu'on lui reproche de garder ses patients pendant plus de 5 ans. Il trouve normal de faire des traitements qui durent plus de 5 ans. Et ça a provoqué quand même des critiques, notamment Jung, après sa dispute avec Freud, va dire de manière ironique que les psychanalystes chez Freud s'arrêtent quand le malade n'a plus d'argent. Alors, une des caractéristiques de cette écoute freudienne, c'est l'attention flottante. Et si vous lisez bien le texte de Freud, eh bien, il nous dit que l'analyste laisse libre cours à ses propres associations. Et il dit cela a 2 avantages. C'est que ça permet d'écouter les gens à longueur de journée, parce que sinon, si on les écoutait avec attention, on ne pourrait pas faire un effort d'attention aussi long. Et secondo, dit-il, l'attention flottante du psychanalyste permet de ne pas choisir ce qui est significatif. Et là, Freud se trompe tout à fait. D'abord, il est difficile, c'est pas impossible de ne pas avoir une attention relativement sélective, mais cette Freud est particulièrement sélective parce que Freud va toujours entendre les milliers de propos ou les centaines de milliers de propos du patient durant des années d'analyse, ce qui évidemment correspond à sa théorie. Et il va alors, à partir de ce qu'il entend, faire jouer avec des mots, entendre des symboles. Et donc, Freud va réagir essentiellement lorsque le patient évoque des thèmes qui lui sont chers, comme le complexe d'Oedipe, la castration, les fixations au stade anal, des choses de ce genre, quelques thèmes qui sont toujours les mêmes. Et on voit très bien, lorsqu'on lit les journaux de psychanalysés chez Freud, chez les gens qui sont venus faire leur didactique chez lui, comme Blanton, etc., eh bien, on voit très bien que Freud, d'une certaine façon, conditionne véritablement les patients avec ses interprétations. Et donc, il finit toujours par entendre écho sa propre théorie dont il va être au fil du temps de plus en plus convaincu. Il a été véritablement victime de la confiance dans sa propre façon de penser. Donc, alors, il y a des choses qui sont bonnes dans la théorie de Freud. Par exemple, nous sommes loin d'être conscients de tous nos processus mentaux, de nos véritables raisons d'agir. Un acte manqué peut évidemment traduire une attention primée, des rêves, mettre en scène des rêves, des désirs, etc.
Mais en fait, toutes ces idées, eh bien, on les trouve déjà avant Freud. Et ce qui caractérise Freud essentiellement, c'est le caractère généralisant et le fait qu'il va toujours définir des essences. Par exemple, le rêve. Alors, Freud lui-même cite Wilhelm Krisinger, qui est un des principaux psychiatres du XIXe siècle, qui écrit, Freud le cite, disant que le rêve va très souvent mettre en scène des désirs. Mais ça devient chez Freud, tout rêve est toujours la réalisation d'un désir. Tout rêve est toujours la réalisation d'un désir camouflé et généralement d'ordre sexuel. Et donc ça va obliger Freud à faire de véritables acrobaties interprétatives lorsque nous sommes devant un cauchemar. Et lui-même donne un exemple de cauchemar. À ma connaissance, j'ai lu très attentivement toute l'œuvre de Freud pour faire ma thèse de doctorat dans les années 70. Et le seul cauchemar qu'il évoque, cauchemar personnel, c'est la mort de sa mère. Il dit « ma mère bien-aimée ». Et il parle d'une série d'associations, il joue avec des mots, il joue avec des symboles et il arrive à la conclusion, en fait, le rêve de la mort de ma mère, c'est en fait le rêve de la peur d'une relation incestueuse avec ma mère et désir incestueux avec ma maman. Donc, c'est de toute façon un désir, hein, même si le rêve apparaissait tout d'abord comme un cauchemar. Hein. Donc, Freud va ici évoquer des thèmes qui sont l'existence de l'inconscient. D'abord, il faut rappeler qu'on parle de l'inconscient depuis l'Antiquité, mais surtout depuis le XVIIe, XVIIIe et au XIXe siècle, la notion d'inconscient est une notion devenue tout à fait banale. Hein, Leibniz en déjà, etc. Mais alors, Freud, lui, il va construire un inconscient bien particulier, enfin son inconscient, et donc cet inconscient, c'est un agent mental qui est à l'intérieur de nous et qui réfléchit, qui calcule, qui raisonne, qui interdit, qui fait des analogies, qui fait des jeux de mots, etc. Et donc qui met une vie autonome à l'intérieur de nous. Hein. Freud dit, je le cite, il y a un autre en nous, et Lacan va répéter dans l'inconscient ça parle, il y a un sujet dans le sujet, un sujet qui transcende le sujet. Hein. De même pour le lapsus, le mécanisme plus ou moins des lapsus depuis longtemps. Hein. Par exemple, Erasme cite un proverbe latin qui dit « lingua lapsa verum », la langue en se trompant dit la vérité. Mais quand on voit que Freud va donner une explication, il va essentialiser, généraliser en disant tout lapsus exprime toujours une idée qui est réprimée, et pour trouver la véritable cause du lapsus, il nous faut faire, dit-il, une longue voie par une série complexe d'associations. Donc je le cite. Et ce qui est amusant, c'est que lui-même donne un lapsus qui ne demande pas du tout beaucoup d'explications. Il dit que quand il se promène dans une ville qu'il ne connaissait pas, il a souvent l'impression de voir sur une devanture de magasin le terme antiquité, et il ajoute, il dit même que c'est dû au désir du collectionneur, et lui-même avait collectionné effectivement 3000 objets antiques. Voilà, on peut donc continuer, mais je vois que l'heure avance. Si on résume, en fait, le bon n'est pas nouveau. Le bon, c'est plutôt l'écoute des patients. La nouveauté, ce serait plutôt l'inconscient, les lapsus, si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit. Vous validez? Mais, en fait, non, l'inconscient est une notion ancienne, c'est ça. Banale au XVIIIe et surtout au
XIXe siècle. Les lapsus, on en parle depuis longtemps. Erasme, par exemple, c'est le XVIe siècle déjà, dit que le lapsus, que la langue en se trompant dit la vérité. Non, ce qui caractérise vraiment Freud, c'est une explication univoque, généralisante, essentialisante. Et de l'inconscient, il fait aussi une espèce de chose à l'intérieur de nous. C'est ça. Il y a évidemment des mécanismes inconscients, tout le monde est bien d'accord, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a à l'intérieur de moi un autre qui est le véritable personnage. C'est très clair. Alors, on trouve les mêmes erreurs chez les disciples, en tout cas chez les disciples qui sont restés freudiens. Alors, il y a... oui, j'ai peut-être encore 5 minutes, je ne sais pas, parce oui, que... vous avez encore 5 minutes, pas de problème. Allez-y, monsieur Van Rieler, pardon. La parole à mon ami Franck. Oui, voilà, on lui donnera la parole après vous. Allez-y, terminez. Donc, vous me direz quand je n'ai plus que 2-3 minutes. Donc, alors, les disciples fidèles ont les mêmes procédures pour toujours retomber plus ou moins sur les mêmes thèmes. Hein. Il y a que quelques thèmes qui ont été mis en question, comme les pulsions de mort. Et encore, les vrais freudiens acceptent cette notion éminemment discutable, qui est une pseudo-explication, hein, expliquer les guerres, les conflits, le masochisme et tout le reste, toujours par des pulsions de mort. C'est expliquer, si vous voulez, que l'opium fait dormir parce qu'il contient de la virtus dormitiva. Donc, ce n'est pas du tout une explication. Donc, alors, on a des disciples qui sont éloignés de Freud, à commencer par Adler, Jung, etc., mais aussi quantité de gens qui ont été freudiens, comme Albert Ellis, Aaron Beck, etc., qui ont alors développé des systèmes bien différents, ou Carl Rogers, etc. Il y a des psychanalystes qui sont restés en quelque sorte freudiens, qui ont développé des théories des théories originales, comme par exemple John Bowlby et la théorie de l'attachement, mais c'est une théorie bien différente de celle de Freud. Hein. Freud croyait qu'au fond, l'attachement, un terme qu'il n'utilise pas, est basé sur la nourriture, le fait de manger, et que ça traduit la pulsion sexuelle. Alors, Bowlby a bien développé ce concept d'attachement qui est très important. En effet, c'est un besoin primaire qui est biologiquement déterminé et qui est fondamental pour la survie de l'espèce des êtres humains, mais aussi des choucas et de quantité d'animaux. D'ailleurs, si Bowlby a développé ce concept, il le dit lui-même, c'est pour 2 raisons. C'est pour avoir observé des enfants qui avaient été longtemps séparés de leur maman, et d'autre part, la lecture d'éthologues comme Konrad Lorenz, qui a mis en évidence que lorsque un être humain va s'occuper de choucas ou d'oies-cendrées dès qu'elles viennent au monde, eh bien, ces animaux vont s'attacher à ce personnage, Lorenz en l'occurrence, et donc cet attachement est fondamental évidemment pour la survie. Donc quand on n'a pas le temps, mais peut-être qu'il y aura des questions sur cette question, eh bien sur ce thème, on voit bien que les psychanalystes qui ont développé des thèmes nouveaux se sont éloignés. Bowlby lui-même a pendant un temps été exclu de la Société britannique de psychanalyse, avoir développé une théorie que l'on considérait comme étant de la psychobiologie et du behaviorisme. Merci. Alors, vous restez évidemment avec nous parce que je vous confirme qu'il y aura des questions. En tout cas, je l'espère. La salle est pleine. Vous ne la voyez pas forcément, mais on a du monde. On va d'abord laisser Franck Ramu prendre la parole. Et puis, quand il aura terminé, effectivement, vous pourrez tous poser des questions à monsieur Van Rieler ou à Franck Ramu. Franck, c'est à vous. On n'a pas trop de temps, mais un peu de temps. Et vous pouvez vous exprimer, bien sûr. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jacques.
Donc moi, j'ai pas du tout la connaissance intime de la psychanalyse qu'a Jacques, évidemment. Bon, il faut dire qu'il est assez imbattable dans ce domaine. Voilà. Mais je vais parler de ce que je connais un petit peu mieux, parce que je l'ai creusé un peu, qui est l'interface entre la psychanalyse et les neurosciences. Qu'on connaît sous le nom de neuropsychanalyse. Alors ça, c'est un courant qui est relativement récent, on va dire qui est arrivé dans les 20-15 dernières années, et qui résulte finalement de la remise en question de la psychanalyse, qui est elle aussi assez récente, enfin même si le premier livre de Jacques à ce sujet, ça doit remonter aux années 80, si je me souviens bien. Mais donc voilà, ça fait quelques décennies que la psychanalyse est contestée, et notamment que sa validité scientifique est contestée. Et évidemment, elle essaye de se défendre. Ce qu'on en voit en France, c'est surtout du côté des psychologues et des psychiatres qui opèrent dans le domaine de la santé, par exemple dans des services hospitaliers, et qui sont sommés par l'État, par le ministère de la Santé, d'avoir des pratiques qui sont conformes aux connaissances scientifiques. Et donc, voilà, on sait que la légitimité scientifique de la psychanalyse est contestée. Et donc, où est-ce qu'elle va trouver un regain de légitimité? Elle pourrait le faire de différentes manières, en prouvant que certaines de ses hypothèses sur les causes des troubles mentaux sont vraies, ou en prouvant que ces pratiques sont efficaces pour soigner les troubles mentaux. Mais une troisième voie qu'on a vu émerger, c'est d'aller chercher de la légitimité auprès d'une autre discipline qui est peut-être jugée plus crédible scientifiquement, qui sont les neurosciences. C'est d'ailleurs, la psychanalyse n'est d'ailleurs pas la seule à faire ça, puisque j'ai déjà mis en lumière aussi la tendance aux sciences de l'éducation, d'aller chercher de l'appui du côté des neurosciences, la neuroéducation, etc. J'ai même fait tout un article sur les neurofoutaises et cette tendance d'aller chercher dans les neurosciences du plus dur que soit, en quelque sorte. Donc voilà, vous voyez, un certain nombre de personnes ont écrit des livres au titre plus ou moins prétentieux, jusqu'à comment les neurosciences démontrent la psychanalyse. Et donc toute la question se pose. Vous voyez, moi j'ai regardé ça au début en étant un petit peu stupéfait, et on voit que ce genre de discours, ce genre d'affirmation, ça fait mouche finalement. On voit qu'il y a une partie des gens qui sont sensibles à ce discours en disant « Ah oui, bon, si les neurosciences confirment ce que disait Freud, quand même, ça doit bien montrer que c'était valable. » Donc, puisque ce discours a un impact sur les croyances des gens, moi ça m'a paru légitime d'aller regarder ce qu'il y avait derrière finalement. De quoi est fait ce discours neuropsychanalytique? Et je signale en passant que ce ne sont pas que des bouquins écrits par des psychanalystes français, mais que j'ai vu aussi apparaître dans des revues de psychiatrie ou de neurosciences internationales des articles écrits par des neuroscientifiques éminents comme Eric Kandel, prix Nobel de physiologie et de médecine, ou Carl Friston, des articles qui sont étonnamment conciliant avec la psychanalyse et qui essaye d'établir des ponts entre des concepts psychanalytiques et des concepts neuroscientifiques. Donc vraiment, ça méritait qu'on se penche sur le sujet. Et donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai un peu épluché tous ces livres et papiers qui essayent d'établir ces ponts entre neurosciences et psychanalyse. Donc qu'est-ce qu'on trouve, pour vous en faire une synthèse très schématique? On trouve beaucoup de travaux de neurosciences qui portent sur des concepts qui ressemblent à des concepts psychanalytiques. Donc, par exemple, il y a tout un secteur des neurosciences qui s'appelle les neurosciences sociales, qui étudie les bases cérébrales de la perception et du ressenti des émotions, du comportement social, etc. Donc, évidemment, tout ça, c'est fascinant, c'est extrêmement intéressant. Et on voit que derrière, il y a des gens qui disent « Ah, vous voyez, ces régions émotionnelles du cerveau, ces régions sociales, Freud l'avait bien dit, les émotions, c'est important. » Oui, certes, il avait bien dit, mais bon, il n'était pas le seul à le dire non plus. C'est bon, mais c'est pas très nouveau, comme dirait Jacques. Donc, et on a beaucoup de cas qui sont typiquement de cet ordre. Donc d'autres font de la neuroimagerie du rêve. Ah oui, Freud avait bien dit l'importance du rêve. Oui, d'accord, mais bon, est-ce que ce qu'on a trouvé dans l'IRM quand les gens rêvent, ça confirme quelques prédictions que Freud avait fait ou que n'importe quel psychanalyste avait fait? Est-ce qu'un psychanalyste a jamais fait une prédiction sur ce qu'on allait observer dans l'IRM quand les gens rêvent? Non, absolument pas. Donc le niveau de confirmation, c'est juste de dire ah oui, les mots qui ont été utilisés sont voisins.
Pareil, pour les neurosciences de la mémoire et de l'oubli, les psychanalystes vont tout de suite dire « Ah oui, il confirme la notion de refoulement ». Ben non, il confirme qu'on ne se souvient pas de tout. Ou la neuroimagerie de l'inconscient, ben oui, évidemment, l'inconscient, comme l'a rappelé Jacques, c'est quelque chose de très important. Probablement la majeure partie de notre vie mentale et de notre fonctionnement cognitif n'est pas conscient. Et on en est conscient depuis très longtemps, et bien avant Freud. Hein. Donc ça aussi, c'est bon, mais c'est pas nouveau. Et c'est pas parce qu'on met les gens dans l'IRM pour étudier mieux les mécanismes cérébraux de la conscience que tout d'un coup, on a prouvé l'inconscient freudien. Parce qu'en vérité, la notion d'inconscient qui est actuellement opérationnelle à la fois en psychologie scientifique et dans les neurosciences, ça n'a strictement rien à voir avec l'inconscient amateur de calembour freudien. Hein, c'est pas du tout ça. Ou encore des études où on étudie le contrôle cognitif et on montre comment il y a des motivations qui viennent du système limbique et puis qui sont contrôlées par les lobes frontaux, etc. Et donc évidemment, les psychanalystes interprètent ça comme les bases cérébrales du ça et du surmoi. Mais bon, en même temps, le contrôle cognitif, si on veut, on peut remonter jusqu'à Platon. Hein, c'est le conflit entre les passions et la raison. Donc là non plus, de ce point de vue-là, Freud n'a rien inventé et c'est vraiment une erreur d'attribution que de dire que ces études de neurosciences parlent des concepts freudiens. Non, il parle de ce qu'on avait toujours su, qui est le fait qu'on peut avoir des motivations qui entrent en conflit et qu'on a besoin d'un système exécutif central qui arbitre entre nos différents désirs qui rentrent en conflit. Donc je ne vais pas forcément tous vous les passer en revue. Globalement, il y a cette idée qui vient de toute la psychologie, hein, qui est que les expériences précoces ont un impact sur le reste de la vie de l'individu. Bon, ça c'est difficile d'en douter. Et même qu'elles façonnent le cerveau, on peut voir dans certains cas les effets sur l'anatomie cérébrale de certaines expériences précoces, bon, particulièrement traumatiques. Donc ça c'est parfaitement vrai. Mais pareil, ça n'apporte pas de preuves particulières aux hypothèses de la psychanalyse sur les causes des différents troubles mentaux, etc. Et puis le dernier truc qui semble avoir fasciné les psychanalystes, c'est la notion de plasticité cérébrale et qui a été maintenant aussi abondée par la notion d'épigénétique, c'est-à-dire l'idée que le cerveau n'est pas figé une fois pour toutes, mais qu'il est plastique, il peut se modifier et que par conséquent, on n'est pas sur des rails qui ont été tracés pour nous par nos gènes, mais qu'on a une certaine marge de liberté, que l'environnement autour de nous peut nous changer dans une certaine mesure. Mais bon, en même temps, c'est trivial de dire ça. On a toujours su que les êtres humains étaient capables d'apprendre, que les êtres humains étaient capables de changer, qu'on peut soigner dans une certaine mesure les gens qui ont des problèmes. Donc, pareil, la plasticité. C'est vrai que maintenant, on est capable de mesurer des changements cérébraux qui correspondent à ces changements psychologiques, mais en vérité, ça ne nous apprend rien de plus sur la potentialité de changements psychologiques. Donc là non plus, finalement, ces études de neurosciences ne sont pas... elles apportent des choses très intéressantes d'un point de vue biologique, mais elles n'apportent rien de plus aux notions psychologiques qui existent de toute façon de manière indépendante de la psychanalyse. Donc peut-être, pour résumer un petit peu les différentes catégories de résultats que les psychanalystes ont essayé de s'approprier depuis les neurosciences, de récupérer. Il y a des cas où les neurosciences ont fait des recherches sur des concepts qui sont vaguement reliés aux concepts psychanalytiques et paf, on substitue les mots et CQFD, ça prouve les concepts psychanalytiques. Bon, c'est un peu court comme argument. Ou alors, les neurosciences avaient montré l'importance de tel facteur, et Freud l'avait dit aussi. Oui, et Platon l'avait dit aussi, d'accord. Bon. Donc, vous voyez, on n'est pas dans de l'argument de fond extrêmement sérieux. Et à côté de ça, ce dont ne parle jamais la neuropsychanalyse, c'est précisément ce qui pourrait apporter une légitimité scientifique à la psychanalyse. Donc le problème, c'est à chaque fois qu'on parle d'inconscient, d'influence précoce sur le développement, etc., tout ça, c'est des concepts qui ont été évoqués dans la psychanalyse, mais qui sont consensuels et qui sont évoqués dans toutes les branches de la psychologie de toute façon. Là où on pourrait vraiment apporter une légitimité scientifique à la psychanalyse, ça serait en montrant la validité de ces concepts qui lui sont spécifiques, ceux dont ne parle aucune autre branche de la psychologie, par exemple le complexe d'Oedipe, les stades psychosexuels, le symbolisme freudien, etc., le refoulement et les hypothèses spécifiques que la psychanalyse fait sur les causes des troubles mentaux. Là, on pourrait potentiellement tester ces hypothèses psychanalytiques et éventuellement apporter une validité scientifique. Mais typiquement, la neuropsychanalyse ne parle pas du tout de ça.
Un autre moyen d'apporter une validité scientifique à la psychanalyse, ça serait de faire des essais cliniques qui testent l'efficacité de la thérapie psychanalytique comparée à d'autres psychothérapies et de montrer qu'elle est plus efficace ou au moins aussi efficace que d'autres thérapies à l'efficacité validée. Mais là aussi, le compte n'y est pas. Donc, finalement, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on réfléchit à qu'est-ce que c'est que cette épistémologie de la neuropsychanalyse, ça consiste d'une part à faire des attributions erronées à Freud de concepts qui étaient en fait bien antérieurs à lui et qui continuent à être utiles à la fois en psychologie et en neurosciences. Et en fait, on voit qu'on est dans une démarche purement confirmatoire, c'est-à-dire on ne fait que chercher des analogies entre des travaux des neurosciences d'aujourd'hui et des mots qui ont été utilisés par Freud il y a 100 ans. Mais ce ne sont que des analogies et on est toujours dans la confirmation. Ah oui, le même mot a été utilisé, donc ça confirme. Mais on n'est pas du tout dans une approche scientifique qui consisterait à tester les hypothèses, y compris à chercher à les réfuter. Il n'y a aucune tentative finalement de tester ou de réfuter spécifiquement des concepts psychanalytiques. Et donc de ce point de vue-là, finalement, les neurosciences n'apportent à mon avis strictement rien à la psychanalyse. C'est vraiment une tentative d'enfumage complet. C'est de la poudre aux yeux. Voilà, c'est joliment dit, mais c'est dit. Alors, c'est à vous de jouer maintenant, j'ai envie de dire. J'imagine que vous avez des questions pour Franck Ramu ou Jacques Van Drielaler, pardon, Monsieur Van Drielaler. L'idée, c'est que vous puissiez maintenant échanger avec eux. Alors, Jacques n'est effectivement pas physiquement avec nous, mais il vous entend puisque je vais vous donner un micro. Donc n'hésitez pas, vous avez quand même deux grands spécialistes de la question. C'est le moment que jamais. Alors, vous prendrez ce micro pour répondre. Jacques, vous restez évidemment avec nous. Je me déplace, je vais à la recherche des questions. Hop, je vais essayer de ne pas tomber. Alors, voilà, il y en a plein. Je vous confirme, il y en a plein. Je vais commencer par monsieur, parce qu'il a été le premier à lever la main. Mais je viens vers vous, mesdames, ensuite. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci. Je me présente, Renaud Evrard, je suis également intervenant dans ces journées. Et j'ai récemment coordonné un numéro de l'évolution psychiatrique, une revue qualifiante, sur évaluation et épistémologie. Et on a notamment des articles de Thomas Rabéron, de Gwenaëlle Visantini sur les preuves d'efficacité des thérapies psychanalytiques ou psychodynamiques. Et elles sont nombreuses, il y a de nombreuses études randomisées contrôlées, il y a déjà plusieurs méta-analyses concluantes et qui montrent à minima que ces thérapies-là psychanalytiques ont autant d'efficacité que les autres psychothérapies qui avaient pu être évaluées auparavant, et parfois une efficacité meilleure, notamment sur la durée. Ce sont des données, et vous ne les prenez pas en compte, vous dites le compte n'y est pas, mais en fait, moi je trouve que c'est vous qui êtes en défaut dans votre analyse. Alors, c'était pas le cœur de votre propos, puisque vous étiez sur la neuropsychanalyse, mais ça va de pair. Je trouve que ce que vous dites sur la neuropsychanalyse, finalement, c'est très superficiel, parce que il y a des tentatives expérimentales. Vous présentez comme ça des livres, il y a les travaux d'Ariane Bazan, où il y a des travaux expérimentaux en laboratoire pour montrer l'impact du lapsus, de la métaphore, des choses comme ça, des processus primaires et secondaires, en termes de diagnostic différentiel. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce sont des gens qui sont dans mon laboratoire à Nancy, Ariane Bazan et Thomas Rabéron. Donc je vois passer des choses dont vous ne parlez pas du tout. Alors, oui, on va laisser répondre Franck et puis on fera peut-être réagir monsieur. Alors pour terminer par la fin, sur les travaux d'Ariane Bazan, j'ai vu passer ça. Sur la nature même des données, il n'y a pas de dispute, je pense. C'est plutôt sur l'interprétation. Pour moi, l'interprétation pseudo-psychanalytique qui en est donnée n'est pas particulièrement justifiée parce qu'on peut interpréter les mêmes résultats avec les concepts standards de la psychologie scientifique. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais à ce stade-là. Après, effectivement, j'ai bien vu les articles de Rabéron, Visantini et d'autres personnes qui, partout, balancent des immenses listes d'essais cliniques randomisés contrôlés qui ont été publiés dans des revues scientifiques, etc., en disant, voilà, tout ça montre l'efficacité de la psychanalyse. Alors, bon... Je ne vais pas faire un jugement lapidaire là-dessus parce qu'en fait, ce sont des très longues listes de références qu'il faut prendre le temps d'aller examiner pour se faire un avis. J'ai commencé à le faire et je ne suis pas allé au bout, on va dire. Donc, mais mon intention est bien de le faire parce qu'effectivement, s'il y a des nouvelles données qui montrent l'efficacité de la psychanalyse, ça m'intéresse de le savoir et je suis prêt à réviser mon jugement, le cas échéant. Cela dit, le peu que j'en ai vu,
je trouve qu'il procède de manière souvent un peu légère, c'est-à-dire qu'il balance des tas d'études en affirmant que ça y est, ça montre l'efficacité de la psychanalyse, et puis quand on ouvre un petit peu le papier, mais on se dit, mais en fait, c'est pas ça qu'ils ont testé, et puis en fait, les résultats... Donc, honnêtement, je trouve que... Bon, je ne veux pas en faire un jugement définitif, mais pour ce que j'en ai regardé, j'ai trouvé que les conclusions de ces articles n'étaient pas du tout en correspondance avec ce que montraient vraiment les articles qui étaient cités. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Jacques, vous voulez réagir peut-être? Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Ariane Bazan lorsqu'elle était enseignante à l'université de Bruxelles. Les étudiants m'avaient invité à faire un débat avec elle et j'ai eu l'occasion, par exemple, de relever une de ces erreurs. Elle avait évoqué une expérience de Wegener qui consiste à demander à des sujets qui ont une préoccupation de ne pas y penser pendant la journée et de constater si ils en ont rêvé. Et effectivement, les sujets qui ont essayé de ne pas penser à quelque chose qui les préoccupe vont en rêver. Et alors, elle conclut en disant, voilà, ça démontre bien la thèse de Freud. Mais la thèse de Freud, c'est pas du tout ça. Si vous lisez Freud, il parle du refoulement, pas simplement de la répression de quelque chose qui est conscient. Le refoulement chez Freud est un mécanisme qui fait que la personne est totalement inconsciente de ce qui se passe dans le fond de son inconscient. Alors, pour dire un petit mot du début de l'intervention de l'auditeur, je pense que parmi les centaines de milliers de recherches sur les psychothérapies, et notamment ce qu'on appelle les psychothérapies psychodynamiques, on trouve évidemment des choses qui semblent pertinentes, qui valident, qui semblent donner des résultats. Moi-même, j'ai pratiqué très peu la psychanalyse orthodoxe. Très rapidement, quand j'étais jeune assistant et thérapeute, je faisais ce qu'on appelle de la psychothérapie inspirée de psychanalyse ou d'orientation psychanalytique. Et donc là, j'introduisais par exemple des conseils. Je disais, essayez quand même ça, et ça donnait des résultats. Ce qui, je pense, ne donne pas de résultats et qui peut conduire au désespoir des patients et parfois au suicide, c'est lorsque l'analyste se contente d'écouter, de faire des interprétations, de ne pas donner de conseils, de ne pas donner de directives. Donc, ce terme psychodynamique ou thérapie inspirée de psychanalyse recouvre une quantité de choses différentes. Je peux d'ailleurs donner une anecdote quand j'étais moi-même en analyse. Rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions. Oui, là, on va... Allez au bout, c'est intéressant. Allez-y, allez au bout. Oui, mon analyste, quand j'avais des problèmes sérieux, me disait parfois, écoutez, je vais vous donner un conseil, mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas de la psychanalyse. Et alors, il me disait des choses qui, effectivement, étaient utiles. Mais il disait bien, ce n'est pas de la psychanalyse. Il le précisait, en tout cas. On a une autre question pour vous deux, messieurs. Oui, bon, ce que vous racontez, je suis globalement assez d'accord, même si peut-être j'y mettrai un peu plus de nuances. Mais la question qui se pose, c'est comment est-il possible, et comment vous l'interprétez, le fait que des centaines de millions de personnes, y compris Jacques Van Rieler qui est ici, aient adhéré à, on va dire, un développement alors scientifique, si je le mets entre guillemets, alors qu'il n'y a rien de bon et rien de nouveau. Alors, c'est le cas de toutes les croyances, mais il y a des croyances que je comprends. Bon, la croyance en Dieu, je peux comprendre. Mais la croyance en la psychanalyse, ça pose d'autres problèmes. Comment vous l'interprétez? Merci pour cette question. Franck, je vous laisse répondre. Je laisse à Jacques le soin de répondre. Alors, Jacques. Oui, écoutez, je peux dévoiler qu'à l'époque où j'étais croyant dans la psychanalyse, j'étais aussi un catholique pratiquant. J'ai même pensé devenir moine. Donc, j'ai abandonné mes croyances psychanalytiques et religieuses à peu près en même temps, donc dans la 30e année, même vers 35 ans. Et croire, c'est ce que l'être humain fait de mieux. Regardez les millions ou les milliards de gens qui croient des choses que
je pense, des gens comme moi trouvent totalement absurde. Bon, je ne vais pas rappeler l'histoire de la chute d'Adam et Ève, les histoires qu'on trouve dans le Coran, etc. Il y a des milliards de gens qui croient à ça. Donc, croire, c'est ce que l'être humain fait de mieux. Et alors, d'autre part, ce qui est séduisant de la psychanalyse, comme d'ailleurs dans des religions, quand on y croit, c'est qu'elle explique avec une facilité extrême n'importe quoi. Vous faites un lapsus, vous avez un rêve, vous oubliez de venir à un rendez-vous, vous oubliez votre parapluie, etc. La psychanalyse vous donne toujours une explication. On dit toujours « Ah oui, mais comme c'est drôle, comme c'est… » Mais donc je pense que l'argument ad populum, comme on dit, le fait que beaucoup de gens y croient n'est pas du tout convaincant. Une autre question, on vous écoute. Oui, alors tout d'abord merci pour vos interventions et vos exposés. J'aurais une question par rapport à la prédominance de la psychanalyse dans le milieu psychiatrique, psychologique. En France, comment on explique que en l'absence de preuves de réelle efficacité, il y a une prédominance en France de la psychanalyse par rapport aux psychothérapies comportementales et cognitives? Bonne question. Jacques, tu as plus les notions historiques que moi, je suppose. Jacques, c'est encore pour vous. Oui, c'est encore pour moi. Bon, écoutez, la psychanalyse s'est développée à une époque où il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait bien Pierre Janet, il y avait d'autres thérapeutes, il y avait des choses déjà intéressantes, mais… Alors, pourquoi est-ce que la France est restée en Europe le pays le plus psychanalytique? Ça tient, je pense, au moins à deux facteurs. C'est d'une part que tous les lycéens ont un cours de philosophie dans lequel un des thèmes essentiels, c'est qu'est-ce que l'inconscient, et qui dit inconscient, on dit presque automatiquement Freud, hein, dans notre culture en tout cas. Et surtout, il y a une autre raison, c'est l'effet Lacan. Donc, comme vous le savez peut-être, Lacan a fait des cures psychanalytiques, surtout des didactiques de plus en plus courtes, qui duraient à peine quelques minutes. Il a donc été privé de reconnaître ces didactiques. Donc, et il a fondé sa propre école où il a alors accepté toute personne qui faisait une didactique. Donc, il a attiré à lui des philosophes, des théologiens, notamment dans les années 60. Hein, il y avait beaucoup d'anciens prêtres qui devenaient psychanalystes, hein, Roustan, etc. Et donc, il a alors… grâce notamment à la technique des didactiques, des cures extrêmement courtes qui ne duraient que quelques minutes. Il recevait, paraît-il, 50 à 60 personnes en didactique par jour. Il a formé lui-même des centaines de psychanalystes et ces centaines de psychanalystes ont formé d'autres. Donc il y a finalement en France des centaines de personnes moi j'ai connu un artiste peintre qui est allé en analyse chez Lacan et après quelque temps il s'est établi comme psychanalyste à Paris. Donc n'importe qui pouvait à la fin devenir psychanalyste, sans compter que le titre n'est même pas protégé et qu'à la limite, même sans avoir fait une didactique, vous pouvez vous intituler psychanalyste. Donc la France est devenue le pays de la psychanalyse, notamment de par l'effet Lacan. Lacan qui a aussi, par son jargon philosophico-hermétique, séduit des philosophes, eh bien, il a donc eu une importance considérable chez les gens qui ont essayé de déchiffrer ces textes, et notamment chez les philosophes, des professeurs de philosophie, et aussi chez des littéraires, les journalistes, etc. Donc c'est un phénomène effectivement très français. En Belgique, ce soit en Belgique flamande, la psychanalyse n'existe quasi plus. Chez les francophones, c'est très différent parce que nous vivons quand même fort à la remorque de ce qui se fait en France. Hein. Sous l'influence française. Une autre question. Bonjour et merci pour vos explications.
J'ai bien entendu que vous avez souvent précisé que vous parliez de psychanalyse freudien orthodoxe. Et du coup, je me demandais, est-ce que votre propos qui parle, j'ai l'impression surtout des origines de la psychanalyse, et donc du coup qu'à l'origine, dans les premiers propos de Freud, il n'y avait rien de nouveau, rien de bon, ou je ne sais plus trop comment c'était tourné. Du coup, est-ce que ce que vous dites est applicable aux psychanalystes d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui se réclament du titre? Est-ce que c'est uniforme? Parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas protégé. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui plutôt un problème de protection du titre qui en fait recouvrait une diversité de situations avec des gens qui continuent de réfléchir et avec sûrement des connaissances, comme vous l'avez dit, qui se sont accumulées à celles de Freud et qui du coup sont parties, comme pour la théorie de l'attachement, sur des directions plutôt crédibles aujourd'hui et qui se réclament encore de la psychanalyse? En fait, voilà. Quelle est l'actualité de votre propos? C'est ça ma question. Je pense qu'elle est pour vous, Jacques, aussi, celle-là. Hein. Oui, mais... Oui, donc il y a pas mal de gens qui s'intitulent psychanalystes, qui ont eu une formation psychanalytique, qui font des choses fort différentes. J'ai reçu un jour une patiente en thérapie comportementale et qui après quelques séances, m'a dit « Vous savez, ce que vous faites, c'est pas très différent de ce que faisait le psychanalyste. » Il se fait que ce thérapeute, qui était psychiatre, psychanalyste, m'a invité à une exposition parce que sa femme faisait des peintures et il souhaitait me connaître et il était très sympathique et il m'a dit, vous savez, grosso modo, nous faisons la même chose. Donc c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par qu'est-ce que la psychanalyse, hein? C'est un terme qui est devenu tellement élastique, hein. Alors, si nous prenons des psychanalystes comme Lacan, qui se revendique quand même aussi au départ de Freud, on voit que ce qu'il fait est très différent, en définitive, et c'est quand même souvent pas très brillant. Je pourrais prendre un exemple bien connu, c'est par exemple le stade du miroir, hein, qu'on attribue volontiers à Lacan. On dit oui, j'ai lu ça dans des cours, par exemple, à l'université, un collègue qui écrivait Lacan a découvert le stade du miroir. En réalité, Lacan a copié l'idée chez Henri Wallon, qu'il ne cite pas. Et d'autre part, il écrit dans son célèbre texte que j'ai lu et que j'ai dû étudier, puisque j'ai été membre d'une association freudo-lacanienne, notamment le texte sur le miroir qu'on a bien vu. Et Lacan, il dit que Baldwin a observé que son fils s'était reconnu à l'âge de 6 mois. Alors, René Zazot, qui a examiné aussi ce texte, dit d'abord, chez Baldwin, il n'est, à ma connaissance, jamais question du stade du miroir, mais bien chez Darwin. Alors c'est amusant que Lacan a fait un petit lapsus de lecture, mais Lacan semble avoir lu Darwin, ou Baldwin, enfin d'après lui, dans un miroir, parce que Darwin dit « Mon fils est reconnu à l'âge de 9 mois et non pas de 6 mois ». Et puis Lacan écrit aussi que le chimpanzé ne peut pas se reconnaître dans un miroir, que c'est typiquement l'être humain qui a la chance là de faire l'expérience de son identité, de commencer. En réalité, les expériences subséquentes ont montré que si on met sur la tête du chimpanzé une tache d'encre au moment où il dort, une tache évidemment qui ne sent pas et qui n'irrite pas, eh bien, lorsque le chimpanzé brusquement se voit dans un miroir, il va gratter sa tête en se demandant ce qui se passe exactement comme un enfant. Et donc, il semble bien que le chimpanzé a une forme de reconnaissance de soi. Donc, on voit que lorsque les psychanalystes, comme Lacan, je crois qu'on pourrait multiplier les exemples, énoncent de nouvelles théories, quand on regarde de très près, la plupart du temps, ça ne tient pas fort la route. C'est en tout cas mon expérience. Évidemment, il y a tellement d'écrits psychanalytiques que vous allez trouver dans tout ça des choses intéressantes. Par exemple, chez Dolto. Dolto a écrit des choses que je trouve complètement absurdes, mais bon, il y a aussi des remarques de bon sens, hein. Dolto était très imprégné du personnalisme d'Emmanuel Mounier et elle avait raison de dire que dès que l'enfant est tout petit, il faut apprendre à l'écouter, le respecter, etc. Donc, merci Jacques. Franck veut réagir, donc on va faire réagir Franck et on prendra une dernière question car le temps tourne. Oui, peut-être juste pour compléter la réponse à cette question, c'est vrai que c'est difficile de parler de la psychanalyse.
dans la mesure où elle est extrêmement fragmentée entre différentes écoles, donc les freudiens, les lacaniens, les jungiens et d'autres, et après encore des sous-écoles et des micro-sectes, etc. Et c'est vrai qu'il y a une fragmentation extrême, c'est intéressant parce que c'est la manière de la psychanalyse de gérer les désaccords. Des désaccords, il y en a dans toutes les disciplines, évidemment, mais en général, ça se résout par des faits. Les gens ont des hypothèses différentes et les faits vont finir par confirmer l'une, réfuter l'autre, et c'est comme ça que les disciplines scientifiques évoluent. Mais dans la psychanalyse, comme finalement on ne se réfère jamais à des faits objectifs qui sont vérifiables par les autres, il n'y a aucun moyen de résoudre les désaccords, donc ça se résout par des schismes. Je t'excommunie de mon école de psychanalyse, et du coup, c'est comme ça que, comme le décrivait Jacques, Lacan est allé créer sa propre école de psychanalyse. Et après, au sein des lacaniens, ça s'est encore subdivisé. C'est très amusant. Vous pouvez trouver sur Internet un article écrit par un lacanien qui s'appelle Yann Diner et qui a fait tout l'historique de toutes les écoles et sous-écoles et micro-sectes de psychanalyse lacanienne. Et il en a fait un graphique qui occupe toute une page et c'est assez hallucinant. Donc oui, après, du coup, c'est difficile de dire de grandes généralités sur ce qu'est la psychanalyse. Et de même, ce dont j'ai parlé pour la neuropsychanalyse, il n'y a qu'une partie des psychanalystes qui se revendiquent de ce courant-là. Il y en a d'autres qui ne veulent rien avoir à faire avec le cerveau, par exemple. Allez, on prend une dernière question. Alors, du coup, je voudrais justement poser une question qui va dans la droite lignée de ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer que, encore à l'heure actuelle, dans les universités, du coup, en sachant ça, pourquoi est-ce que c'est encore étudié et enseigné, en plus, en particulier de la manière dont c'est enseigné, parce que quand on fait de la psychologie en France, ça dépend des universités évidemment, mais on se retrouve assez régulièrement à avoir des cours. Moi, quand j'ai fait ma licence de psychologie, j'ai eu des cours tous les ans et même parfois sur les 2 semestres des années pendant la licence. Et en plus de ça, ce sont des cours qui souvent n'ont aucune source, à part peut-être un livre. Et puis on va dire, voilà, j'ai eu un cours par exemple qui s'appelait La pensée freudienne. Comment est-ce J'imagine qu'avec la psychologie scientifique, on ne pourrait pas avoir un cours qui est la pensée wundtienne, parce que c'est le premier qui a fait un laboratoire scientifique de psychologie. Je pense que le lendemain où la personne écrit ce cours, quelqu'un tape à la porte pour lui dire « ton cours est un petit peu léger ». Comment expliquer qu'à l'université, il y a encore ça, c'est encore accepté, même si ça diminue un petit peu, et que c'est à travers la France quand même, et ici également en Belgique francophone. Comment c'est encore possible ça en fait ? Ouais, j'ai sans doute pas toutes les réponses, mais comme vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'enseignement de la psychologie en France. Bon, il y a un facteur qui est qu'il n'y a pas de programme national en psychologie. Voilà. Contrairement à la médecine, par exemple. La médecine, voilà, on a bien l'idée que, comme ce sont des gens qui vont devoir soigner les patients et ils ont la santé des patients entre leurs mains, c'est très important qu'on s'assure que leurs connaissances soient à jour et que ce ne soient pas des charlatans, etc. Et donc, il y a un référentiel de toutes les connaissances en médecine qu'on doit acquérir pendant 10 ans qui est précisé de manière très détaillée et qui est évidemment mis à jour régulièrement. On pourrait imaginer que les psychologues qui ont aussi la santé mentale des Français entre leurs mains, ils devraient aussi avoir un programme de formation extrêmement rigoureux, détaillé et remis à jour régulièrement. Ce n'est pas le cas, pour des raisons historiques que je ne maîtrise pas totalement, à part dire vaguement que les départements de psychologie ont été créés au sein des facultés de lettres et de sciences humaines, c'est-à-dire sans grande connexion ni avec les sciences naturelles ni avec la médecine, et que ça a été à l'origine, mais principalement des profs de philosophie qui ont commencé à enseigner la psychologie, donc pour des raisons un petit peu historiques, et que du coup, comme il n'y a pas de programme national qui régule tout ça, ben, finalement, ce qui se passe, c'est que chaque génération reproduit ce qu'on lui a enseigné, ce que les profs de la génération précédente lui ont enseigné. Et après, il y a des logiques de territoire, donc tel département a tant de postes de profs de psychologie, et il y en a tant qui sont dans le courant psychanalytique, et chacun fait sa guerre de tranchées pour ne pas perdre les postes dans son courant. Et il y a très peu de leviers d'action, finalement, qui permettent de faire bouger ces lignes. Alors, il y en a quand même un petit peu. Il y a des présidents de facultés qui ont compris dans quelle direction allait l'histoire et qui essayent de faire bouger en touchant un petit peu au nombre de postes, etc. Mais d'autres ne le font pas du tout. Enfin, c'est extrêmement compliqué finalement de faire évoluer les choses.
Mais il y a une tendance à l'évolution ou pas du tout? Oui, il y a une tendance à l'évolution dans la bonne direction, dans la direction, on va dire, de l'evidence-based, c'est-à-dire voilà, la psychologie fondée sur des preuves, sur des données factuelles en tout cas, voilà. Mais c'est désespérément lent. Voilà. Jacques, je vous fais réagir si vous le faites en 2 secondes. Oui, je voulais dire aussi que les nominations se font par cooptation. Hein. J'ai moi-même participé à des réunions de nomination de professeurs. Et évidemment, s'il y a une majorité de psychanalystes, celui qui sera choisi pour le nouveau poste, ce sera évidemment un psychanalyste. Je voulais encore dire une dernière chose. Je ne sais pas si on va publier les communications, les textes. Moi-même, je vais mettre sur mon blog la communication avec davantage de détails et surtout avec des références précises et des citations bien indexées. Sur mon blog Mediapart, il suffit de taper Mediapart et mon nom, Mediapart et Rillard. Et donc, je mettrai ça dimanche. Si on publie par ailleurs, alors évidemment, je supprimerai de ce blog. Ce sera uniquement en attendant qu'il y a peut-être une publication. Eh bien, merci. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jacques Van Rieler, merci à Franck Ramu et merci à vous tous d'avoir été si nombreux pour cette conférence. On vous libère, on vous laisse aller manger. Merci à tous. À bientôt, Jacques. Et bravo.